Merci pour votre écoute. Chacun a un rythme qui lui appartient. Un rythme intérieur, une façon naturelle d'avancer, de se reposer, de traiter les choses et de récupérer. Certains pensent mieux le matin, dans le silence, avant que le monde ne commence. D'autres s'éveillent vraiment en fin de journée, ou ont besoin d'alterner longues périodes de concentration et longs moments de rien. Certains aiment finir ce qu'ils ont commencé avant de passer à autre chose. D'autres ont besoin de plusieurs chantiers ouverts en même temps pour ne pas s'asphyxier. Ce rythme est une cadence propre à la façon dont on traite le monde, dont on se régénère, dont on crée. Et quand on vit durablement en dehors de ce rythme, quelque chose se défait, comme une corde que l'on tord trop longtemps dans le même sens. Ce qui rend la chose difficile, c'est que le monde extérieur a ses propres rythmes et qu'il n'a en général aucune raison de tenir compte d'une autre. Le monde du travail impose ses cadences. Vous avez des réunions à heure fixe, des délais collectifs. Vous devez d'être en permanence disponible et la vitesse de réponse est jugée comme un signal d'implication. L'entourage a les siennes. Rythme de vie commun, week-end partagé, vacances synchronisées, présence attendue lors d'occasions qui n'attendent pas. En fait, la société entière tourne à une certaine fréquence. Et cette fréquence s'est considérablement accélérée. Ce que l'on appelle productivité, efficacité, performance, tout cela suppose un rythme implicite que personne n'a vraiment choisi, mais que tout le monde est censé tenir. Et certains le tiennent parce que ce rythme extérieur coïncide à peu près avec leur rythme intérieur. Ces personnes ont de la chance, même si elles ne le savent pas. Pour elles, l'énergie demandée et l'énergie disponible se rencontrent naturellement. Il n'y a pas de friction permanente entre ce qu'elles sont et ce qu'on leur demande d'être. Mais beaucoup d'autres ressentent autre chose, une forme d'épuisement qu'on attribue au stress, au manque de sommeil, aux problèmes relationnels, aux actualités du monde, sans jamais vraiment se demander si le problème n'est pas simplement que l'on vit depuis des années dans un tempo qui n'est pas le sien. Le Zhuangzi raconte l'histoire d'un nageur que Confucius observe dans les rapides d'une rivière dangereuse. Les tourbillons y sont si violents que les poissons eux-mêmes ne peuvent y nager. Pourtant cet homme traverse, ressort de l'eau et se promène ensuite le long de la berge en chantant. Confucius, stupéfait, lui demande comment il fait. L'homme répond : « Je suis entré dans l'eau avec les tourbillons et j'en suis sorti avec les courants. Je suis le mouvement de l'eau sans rien lui imposer de moi-même. » Et quand Confucius lui demande ce que cela signifie exactement, l'homme dit quelque chose de très simple. « Je suis né sur la terre et je me sens chez moi sur la terre. C'est ce que j'étais déjà. J'ai grandi dans l'eau et je me sens chez moi dans l'eau. C'est ma nature, c'est le cours des choses. » Ce passage m'intéresse pour ce qu'il ne dit pas, autant que pour ce qu'il dit. Il ne dit pas que le nageur est fort, ou courageux, ou entraîné. Il dit qu'il ne s'impose pas à l'eau, qu'il suit son mouvement sans y ajouter le sien, et que cette capacité est liée à quelque chose qu'il connaît de lui-même, ce qu'il est, ce avec quoi il a grandi, ce dans quoi il se sent naturellement chez lui, ou ce qui se produit naturellement lorsque l'on n'interfère pas. Il y a une distinction que je voudrais faire ici, parce qu'elle est facile à manquer. Vivre à son propre rythme ne veut pas dire vivre sans contrainte. Cela ne veut pas dire refuser les horaires
ignorer les obligations ou prétendre que le monde extérieur n'existe pas. Presque tout le monde a des contraintes réelles, un emploi, des enfants, des engagements pris envers d'autres personnes. Ces contraintes ne disparaissent pas, et elles ne devraient pas nécessairement. Ce dont il s'agit ici est la question de savoir comment on habite ces contraintes. Si l'on s'y soumet en se trahissant complètement, ou si l'on trouve, à l'intérieur d'elle, de petits ajustements qui permettent au rythme naturel de respirer un peu. Prenons l'exemple de cette femme, elle qui travaille dans un secteur très exigeant, avec des journées qui commencent tôt et ne finissent pas tôt, ne peut pas fondamentalement pas changer le rythme de son travail. Mais elle peut remarquer que ce qui la régénère le plus, c'est 1 heure le soir, seule, sans conversation, sans écran, juste elle et quelque chose qu'elle fait de ses mains. Pas besoin que ce moment s'étende à l'infini, mais simplement d'y penser, de s'y tenir pour que cela devienne une habitude. Ce n'est pas un changement radical de sa vie, mais c'est un petit espace dans lequel son rythme propre peut exister, même brièvement. Et cette heure change la texture de tout le reste, lui permettant de faire un pas concret pour se réaligner à son propre rythme. Ce qui complique les choses, c'est que l'on confond souvent fatigue normale et épuisement de vivre à contretemps. La fatigue normale est réelle et elle a sa propre sagesse. On travaille, on s'investit, on s'étire au-delà de ce qui est confortable et le corps et l'esprit demandent à récupérer. Cette fatigue-là répond au repos. On dort, on ralentit, on reprend. Elle n'est pas menaçante. Elle fait partie du cycle. L'épuisement de vivre à contretemps est différent. Il ne répond pas vraiment au repos, parce qu'il ne vient pas d'un effort trop grand. Il vient d'une friction permanente entre ce qu'on est et ce qu'on fait semblant d'être. C'est un épuisement de surface calme et de fond agité. On peut dormir 8 heures et se réveiller déjà las. On peut passer un bon week-end et reprendre le lundi avec le sentiment que rien ne s'est vraiment reconstitué. Quelqu'un m'a décrit ça un jour comme se sentir en décalage horaire permanent, mais par rapport à soi-même, le corps est là, les actes sont là, les résultats sont là. Mais quelque chose d'essentiel est ailleurs, ou en tout cas pas là où il devrait être. Le Wenzi dit quelque chose de très juste à ce sujet. Quand les choses extérieures ne te troublent pas intérieurement, la nature trouve ce qui lui convient. Il y a une nature en nous, et elle sait ce qui lui convient. Mais cette reconnaissance suppose qu'on lui laisse assez de silence pour se faire entendre. Ce silence est précisément ce que la pression extérieure tend à remplir. Il est difficile d'entendre son propre rythme quand tout autour de nous demande plus vite, plus visible. Quand la vitesse est confondue avec la valeur. Quand s'arrêter ressemble à reculer. Quand prendre du temps pour soi nécessite une justification, comme si la légitimité d'un rythme propre devait toujours être prouvée par son utilité ultérieure. Il y a aussi quelque chose de plus subtil qui entre en jeu, la comparaison. On observe autour de soi des gens qui semblent tenir un certain rythme avec aisance, qui répondent vite, qui produisent beaucoup, qui paraissent infatigables. Et l'on en déduit que c'est ainsi que les choses doivent être faites. Que si l'on ne tient pas ce rythme, c'est qu'on manque de discipline, d'ambition ou simplement d'énergie. Ce que l'on ne voit pas, c'est que ces personnes ont peut-être un rythme naturellement aligné avec ce qui est demandé, ou qu'elles portent elles aussi en silence
un épuisement qu'elle ne montre pas. Certaines personnes ont besoin d'une rupture pour entendre ce signal. Un arrêt de travail, un voyage, une période de maladie, quelque chose qui force un écart avec le tempo habituel. Et dans cet écart, quelque chose se révèle avec une évidence tranquille. Elles se rendent compte qu'elles fonctionnaient mieux lorsqu'elles prenaient le temps de marcher le matin, qu'elles pensaient plus clairement lorsqu'aucune réunion ne venait encombrer le début de leur journée, et qu'une seule nuit ne suffisait pas à réparer une semaine intense, là où 2 jours entiers leur étaient parfois nécessaires pour vraiment récupérer. Ces informations sont simples. Elles ne nécessitent pas de grands bouleversements pour être honorées, mais elles supposent qu'on les ait écoutées et qu'on leur accorde un peu de crédit. Il y a une autre dimension que je voudrais aborder, moins souvent nommée, le rythme change. Ce qui nous correspond à 20 ans ne nous correspond plus forcément à 40. Ce qui fonctionnait dans une période de construction intense ne fonctionne plus dans une période de consolidation. Ce qui nous allait avant un deuil, une naissance, une maladie, ne nous va plus forcément après. Le rythme n'est pas un trait de caractère permanent. C'est quelque chose de vivant, qui évolue avec nous. Et l'une des erreurs les plus courantes est de continuer à fonctionner selon un rythme dépassé, parce qu'il a été efficace autrefois, parce qu'il correspond à une image de soi, parce que le changer ressemble à une défaite ou à une régression. Un homme que j'ai rencontré avait été pendant des années quelqu'un de très actif. Il aimait la densité, l'enchaînement, la sensation de tenir plusieurs choses en même temps. Et puis progressivement, sans qu'il puisse l'attribuer à un événement précis, le même rythme qui lui donnait autrefois de l'énergie a commencé à l'épuiser. Il a mis longtemps à le reconnaître parce qu'il avait construit une identité autour de cette façon d'être. Ralentir lui semblait trahir quelque chose. Ce qu'il a fini par comprendre, non sans difficulté, c'est que ce n'était pas lui qui changeait de valeur. C'est que ce dont il avait besoin avait changé. Et que résister à ce changement ne le rendrait pas plus fidèle à ce qu'il était. Au contraire, il y a des transitions dans une vie qui modifient le rythme de façon particulièrement nette, même si l'on ne s'y attend pas toujours. L'arrivée d'un enfant en est une. On sait que cela va changer les nuits, les week-ends, l'organisation pratique. Ce qu'on anticipe moins, c'est que cela peut aussi transformer quelque chose de plus intime. La façon dont on a besoin de silence, le rapport au temps long, la tolérance au bruit et à l'agitation. Certains parents découvrent qu'ils ont besoin de beaucoup moins de stimulation extérieure qu'avant, que les soirées chargées qui leur plaisaient autrefois les épuisent maintenant. Ce n'est pas une perte. C'est simplement un rythme qui s'est réorganisé autour d'une nouvelle réalité intérieure. Le deuil en est une autre, plus imprévisible encore. Un homme que j'ai croisé dans une période difficile m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Depuis que ma mère est morte, je ne peux plus travailler à la même vitesse. Pas parce que je suis triste en permanence, mais parce que quelque chose en moi a besoin de plus d'espace entre les choses. Il se reprochait cette lenteur comme un signe de faiblesse. Ce qu'il vivait en réalité, c'est que son rythme intérieur s'était réorganisé autour d'une perte et qu'il avait besoin de lui laisser le temps de se réétablir à une nouvelle cadence. Le taoïsme observe depuis longtemps que la nature ne tient pas le même rythme en toute saison.
L'hiver n'est pas une version ralentie et ratée de l'été. C'est une saison à part entière, avec sa propre logique, sa propre nécessité. Les racines travaillent sous la terre. Reconnaître que son rythme a changé, c'est donc un acte de fidélité à soi-même, non pas à l'image figée de ce qu'on était, mais à ce qu'on est en train de devenir. C'est accepter que certaines périodes demandent de l'expansion et d'autres du retrait, et que ces deux mouvements ont la même valeur. Alors comment fait-on concrètement ? Il suffit parfois simplement de quelques questions qui valent la peine d'être posées honnêtement. À quel moment de la semaine avez-vous l'impression d'être vraiment là, présent, à l'aise, sans friction intérieure ? Et à quel moment avez-vous l'impression de vous battre contre vous-même pour simplement avancer ? Ces moments ne sont pas des hasards. Ils disent quelque chose sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Quand vous vous sentez épuisé, est-ce une fatigue qui répond au repos? Ou une fatigue qui revient identique malgré le repos? Si c'est la seconde, la question n'est peut-être pas d'en faire moins. C'est peut-être de faire différemment. Et enfin, y a-t-il quelque chose que vous faisiez autrefois, une façon d'organiser votre temps, un espace de calme, une habitude qui paraissait insignifiante, que vous avez abandonnée parce que la vie est allée plus vite et dont l'absence vous manque sans que vous l'ayez vraiment nommée? Réapprendre à écouter son rythme ne demande pas nécessairement une grande rupture. Cela commence souvent par quelque chose de beaucoup plus petit. Prêtez attention à ce que l'on ressent dans son corps à différents moments de la journée. Pas de façon analytique ou performative, juste remarquer. Est-ce qu'il y a une heure dans la journée où quelque chose se détend naturellement? Un moment où la pensée vient plus facilement, où l'énergie est là sans qu'on ait à la chercher. Et à l'inverse, un moment où tout semble plus difficile que cela ne devrait l'être. Non pas parce que la tâche est complexe, mais parce que l'on n'est tout simplement pas là. Ces questions demandent seulement une attention honnête, une façon de se regarder vivre avec un peu plus de curiosité que de jugement. Le nageur du Zhuangzi ne se bat pas contre l'eau. Il n'essaie pas de la traverser plus vite, ni de la convaincre de ralentir. Il apprend à connaître ses mouvements et il laisse les siens s'y inscrire naturellement. Il entre avec les tourbillons, il sort avec les courants. Ce n'est pas une capitulation. C'est une forme d'intelligence, peut-être la plus difficile à acquérir, parce qu'elle demande d'abord de se connaître, parce que l'on ne peut ajuster ce que l'on n'a pas d'abord appris à voir.